Il représente le nouveau Front populaire. René Pilato, le député sortant, est arrivé en tête du premier tour avec 32,8% des voix. La deuxième place revient à un adversaire qu'il connaît bien, Thomas Mesnier, candidat pour le parti Horizon. Le médecin urgentiste est talonné par la candidate du RN, Marion Latus. Il n'y a eu que 23 voix d'écart entre ces deux candidats au premier tour. Place maintenant au débat avec mes invités. Thomas Mesnier, bonjour. Vous êtes Bonjour. le candidat du parti Horizon pour la coalition Ensemble pour la République menée par le chef du gouvernement. Autour de la table également, monsieur Guylain Demont, bonjour. Vous êtes Bonjour. le suppléant de la candidate du Rassemblement national, Marion Latus, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Tout à fait. À vos côtés, le député sortant, Renaud Pilato, pour le nouveau Front populaire. Bonjour à vous. Vous avez le droit, pour commencer, de poser une question à l'adversaire de votre choix. Ce dernier aura 1 minute pour vous répondre. Thomas Mesnier, on commence avec votre question à l'un de vos adversaires. Bien, écoutez, merci beaucoup. J'ai eu l'occasion de débattre ce matin avec monsieur Pilato. Je crois qu'il faut maintenant poser une question à monsieur Demont et au Rassemblement national. La campagne a montré ces derniers jours les quelques mesures qu'il restait dans le programme du Rassemblement national après un certain nombre de mesures abandonnées. Oui. Il en est une qui m'a particulièrement marqué et choqué, la mesure qui concerne les binationaux. Moi, je pense à Joséphine Baker, je pense à Zinedine Zidane, je pense à Yannick Noah, je pense à Marie Curie, et je pourrais faire de longues listes de Français binationaux. Qu'est-ce que vous portez derrière cette idée de catégoriser des Français selon qu'ils ont une ou deux nationalités? Moi, je vois la binationalité comme une richesse et pas comme autre chose. Et je crois que créer des catégories de Français, c'est profondément d'abord anticonstitutionnel et à l'encontre des valeurs de notre belle République. Monsieur Demont, votre réponse. Alors, je ne crois pas qu'on fasse une catégorie de personnes qui soient binationales. Je ne vois pas Zinedine Zidane quel problème il peut poser. Ce qui a été dit clairement, c'est que les emplois très sensibles, on a parlé par exemple de diriger une centrale nucléaire, on a parlé de choses comme ça, qui effectivement on ne va pas donner à quelqu'un qui a une double nationalité russe, par exemple, le fait de diriger une centrale nucléaire, je ne vois pas ce qu'on ne va pas empêcher Zinedine Zidane, par exemple, Joséphine Baker, par exemple, de chanter en français, de marquer des buts pour l'équipe de France. C'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, mais qui existait déjà, en fait, c'est un faux problème. Aujourd'hui, avant, quand vous prenez une responsabilité importante, sensible, de toute façon, votre dossier, il est regardé. Si effectivement déjà vous étiez peut-être russe ou autre, ou si vous aviez des affinités avec, il est clair que déjà vous ne serez pas sélectionné. Alors, on a monté en épingle quelque chose qui n'a pas lieu d'être. La binationalité, elle existe, elle est dans la Constitution si vous voulez, mais effectivement. Et moi, tous ces gens qui aujourd'hui ont deux cultures différentes, si elles les mettent bien au service, je dirais, de la France, moi, j'ai pas de problème. Et le parti n'en a pas. Merci pour cette réponse. Maintenant, votre question à vous pour l'un de vos adversaires. Alors, moi, ma question sera pour monsieur Pilato. Vous avez dit, et il est marqué dans votre programme, que le SMIC à 1 600 euros, c'était un peu la solution, et vous l'avez présenté la dernière fois quand on s'est vu à la FSA, comme étant un petit peu le début d'un cercle vertueux. Tout à fait. Est-ce que vous ne croyez pas qu'avec cette mesure, qui coûte quand même relativement cher aux entreprises, 8 000 euros par an et par salarié, vous allez asphyxier les PME? Votre réponse. Je ne pense pas, parce que c'est déjà pas 8 000 euros par PME et par salarié. 200 fois 12, ça fait pas ça. Deuxièmement, quand je parlais de cercle vertueux, c'est tout à fait remettre un peu de carburant dans la consommation pour permettre aux gens qui ne mangent plus à leur faim, qui ne peuvent plus payer la cantine des enfants, de pouvoir l'assurer. Quand on parle de cercle vertueux, c'est qu'on considère qu'avec la taxe au kilomètre aux produits importés, on va pouvoir consommer localement et recréer une dynamique locale. Pour accompagner les entreprises qui font face aux prêts garantis d'État et qui n'arrivent pas à le rembourser et qui ont demandé des reports qu'a refusé la majorité, on va effectivement, ça coûte 7,5 milliards cette mesure, on va prendre, là il y a beaucoup d'argent, je pourrais le détailler, et on va accompagner les entreprises le temps de la transition pour permettre la création de ces cercles vertueux. Merci Donc pour que cette les réponse. entreprises n'aient aucune inquiétude, elles seront accompagnées. Votre question maintenant, monsieur Pilato. Eh bien, elle est pour monsieur Mesnier, comme ça on aura fait un tour complet. Vous avez effectivement
eu la possibilité de voter pendant 6 ans toutes les mesures scélérates de M. Macron et de ses gouvernements successifs, dont celle de M. Philippe qui vous soutient. Et aujourd'hui, la France est endettée en 7 ans de 1000 milliards et ça, c'est factuel, c'est un constat. Je n'ai pas trouvé dans votre programme quelque chose de chiffré. Je n'ai pas les mesures phares de votre programme. Donc ma question est simple, Monsieur Meignier. Vous allez vous inscrire dans la continuité de ce qui a été fait si la majorité présidentielle obtient une majorité à nouveau. Et donc la question est, comment allez-vous arrêter la casse sociale et la casse des services publics? Quel est votre programme? Moi, Monsieur Pilato, je veux m'inscrire dans la construction d'une nouvelle majorité parlementaire qui va des sociodémocrates à la droite républicaine. Et on l'a dit avant le premier tour, pour essayer de le faire après le second tour, au soir de dimanche prochain. Moi, je me mets dans la ligne de ce qu'a fait Édouard Philippe lorsqu'il était Premier ministre. Et alors Premier ministre, il était le premier à construire un budget depuis plus de 40 ans qui était en dessous les 3% de déficit. Et qui a ramené progressivement les comptes publics à l'équilibre. Il s'avère qu'effectivement, il y a une dette considérable. Mais cette dette considérable de 1000 milliards, comme vous aimez à le rappeler, elle est le fait de la protection des Français pendant toute la période Covid. Et je me félicite pour ma part d'avoir protégé les Français, d'avoir protégé notre système de santé. J'étais rapporteur du budget de la sécurité sociale à l'époque. Et c'est ce qui a permis de faire face, et à la fois pour protéger la santé publique de notre pays, et à la fois pour protéger les entreprises de notre pays. Merci pour cette réponse. Alors, on va balayer plusieurs thèmes durant ce débat afin de connaître et de décrypter vos propositions. On commence avec les retraites. Guy Lindemont, la première question est pour vous. Pour Jordan Bardella, l'abrogation de la réforme des retraites n'est plus vraiment une priorité. Il parle d'abord de faire un audit des comptes publics. C'est un renoncement ou c'est de la sagesse? C'est de la sagesse. Je pense qu'à un moment, quand on reprend la main, quand on vient parler de 1000 milliards de dettes, est-ce qu'on ne nous cache pas quelque chose? On a besoin de savoir. On ne peut pas aujourd'hui dire demain, on prend les rênes de la France et on va commencer à dépenser entre parenthèses ou à moins rentrer si on ne sait pas ce que l'on a vraiment. Alors oui, on nous dit pas de problème, il y a la Cour des comptes, etc. Mais je pense qu'il faut effectivement, et c'est une sagesse, que de regarder là où on met les pieds. À partir de ça, on a quand même une position claire. Qui est de dire, pour les jeunes qui ont commencé avant 20 ans, 40 ans, retraite à 60 ans, et après, on ira jusqu'à 42 ans. Mais quand on parle, nous, de retraite à 60, voire 62 pour ceux qui ont 20 ans, on parle de retraite pleine. Moi, j'ai entendu, vous avez dû l'entendre aussi à la télé juste après les élections, donc quelqu'un a dit, je crois que c'était Jean-Luc Mélenchon, le 8 juillet, la retraite à 60 ans pour tout le monde. C'était le gros discours. C'est faux. Si, il l'a dit. J'ai entendu. Tout le monde l'a entendu. Il l'a dit. C'est faux. Il a parlé d'abrogation de la retraite à 64 ans. Objectif 60 ans pour la suite. Donc ne traduisez pas les propos. Non, texto, il l'a dit, retraite à 60 ans. On reprendra, on fera un fact-checking. Oui, on fera un checking si vous voulez. Et en plus, aujourd'hui, quand vous parlez de retraite à 60 ans, vous parlez pas de retraite pleine. Pour moi, quand on parle de retraite, j'aime bien qu'on utilise la retraite à taux plein. Ben oui, parce que sinon, ça veut rien dire. Monsieur Pilato, le nouveau Front populaire a été pour le coup constant au cours de cette campagne express, abrogation de la réforme des retraites, retour à 62 ans dans un premier temps et ensuite dans un second temps à 60 ans. Aujourd'hui, toutes les projections indiquent que les députés du nouveau Front populaire n'auront sans doute pas la majorité absolue dimanche soir. Est-ce que cette abrogation de la réforme, ça pourrait être un prérequis pour rentrer dans une coalition? Alors, je n'ai pas la main sur les décisions, je dirais, nationales. En âme et conscience, je dis que on est investi, et si on gagne, sur un contrat de législature où il y a l'abrogation de la retraite à 64 ans. Des chiffres loufoques ont circulé. Je rappelle que cette retraite à 64 ans a été proposée parce que, soi-disant, il y avait un déficit de 15 milliards. Donc, la retirer, et en fait, on verra qu'elle ne rapporterait que 3 ou 4 milliards. La retirer, ça coûte que 3 ou 4 milliards. L'objectif à 60 ans, c'est un objectif qu'on se fixe, mais comme un droit. C'est-à-dire que pour les gens qui ont cotisé, on ouvre un droit, effectivement, à partir à la retraite. Et s'ils ont bien gagné leur vie et qu'ils ne sont pas usés par leur travail, eh bien, ils peuvent partir à 60 ans. Ils n'auront pas une retraite à taux plein. Par contre, le maçon, qui lui a commencé à 17 ans et qui aura effectivement cotisé 40 ans, eh bien, lui, il faut qu'il puisse partir
à taux plein. Donc, Et quelque donc, part, c'est- moi, c'est- je c'est remarque, ce qui se passe. je C'est remarque ce qu'on annonce. effectivement que vous annoncez jusqu'à 66 ans et Édouard Non, Philippe, je et vous arrête Édouard tout de suite. Philippe jusqu'à 67 ans. Non, Donc, vous faites caricaturé. pire que ce qu'il y a Non, actuellement. on a dit exactement la Non, même chose. non, vous faites pire. Les gens qui ont commencé à moins de 20 ans, comme vous dites, le maçon, etc. Monsieur Ils sont Bardella tirés à 60 ans. a donné un exemple de quelqu'un qui finit à 66. Quelqu'un Donc, qui a commencé à 24. eh Les ben, maçons ne c'est pire commencent que pas à maintenant. 24. C'est pire que maintenant. Oui, mais les maçons ne commencent pas à 24. Non, mais c'est pire que maintenant. Oui, mais aujourd'hui, vous qui a commencé à quelqu'un qui a commencé à 24 ans, il va partir à quel âge? Allez. Aujourd'hui, avec la retraite de monsieur, je dirais, Madame Borne, ça fait 64 ans. Ben si, il a fait Oui, 40 ans de cotisation, il a démarré à 60. Donc eh ben oui. vous, c'est 40 ans de cotisation. Nous, c'est 40 ans de cotisation pour une retraite à taux plein. Point. Faut Donc, préciser. et les 60 ans sont un droit, c'est-à-dire que si vous avez cotisé 35 ans et que vous avez bien cotisé, ben vous pouvez partir Oui, avec oui, une retraite qui ne serait pas à taux On va plein. laisser Monsieur Meignier s'exprimer sur ce sujet. 67 ans, monsieur Meignier, allez-y. L'opposition provoquée par cette réforme des retraites a sans doute joué en votre défaveur en janvier 2023, au moment de la certitude. législative partielle. Est-ce que le gouvernement a eu raison de faire passer cette loi au 49.3 ? Est-ce que c'était une erreur ? Le gouvernement, il a porté une réforme qui était nécessaire pour mettre à l'équilibre les comptes des retraites. Aujourd'hui, on arrive à une réforme qui permet d'atteindre un équilibre des comptes sociaux qui, je l'espère, pourra tenir un certain temps. Les prévisions du corps laissent entendre qu'il faudra peut-être y revenir un jour. Avec Donc vous préparez l'allongement l'opinion publique de à la- encore c'est, plus longtemps. vous savez, c'est mécanique. Notre système de retraite par répartition, ce sont les actifs qui cotisent pour payer les retraites de nos anciens. Moins on a d'actifs et plus on a de retraités, mécaniquement, il faut des cotisations. On ne veut pas augmenter les cotisations qui augmenteraient l'écart entre le salaire brut et le salaire net. On ne veut pas baisser les cotisations les pensions de retraite de nos retraités. Mécaniquement, il faut agir sur l'âge. J'observe qu'il y a eu un net recul du Rassemblement national avec une proposition qui, effectivement, de Jordan Bardella a évoqué un départ à la retraite à 66 ans, ce qui là est bien 42 ans de pire cotisation. que ce qui existe Non, aujourd'hui. non, Vous me direz, non, chez vos amis non. de Madame Meloni en Italie, on est à 67 ans. D'ailleurs, elle Non. n'est pas revenue sur la mesure mais- parce qu'il y a une question d'équilibre. Attendez. Quant au nouveau Front populaire de la France insoumise, parce que ça reste sous domination de la France insoumise, Dans vos cet rêves. objectif, non, c'est factuel. Regardez le nombre d'investitures, c'est largement devant pour la France Je vous laisse insoumise. continuer, Il monsieur. s'avère que l'objectif de 60 ans, c'est tout simplement soit raser gratis, soit ne pas dire clairement les choses. Il s'agira de retraites très 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 faibles, de misère, et qui continueront à augmenter les inégalités. Voilà pour ce thème des retraites. On va passer au thème suivant. On va s'intéresser à l'environnement. Votre circonscription est, comme de nombreux territoires en France, victime des bouleversements climatiques. On l'a encore vu cet hiver, des pluies diluviennes qui ont provoqué des inondations à Angoulême, chez vous, à Gompontour aussi. René Pilato, comment est-ce qu'un député peut concrètement, à l'échelle de son territoire, s'emparer de ce défi climatique ? Ça tombe un petit peu bien parce que j'ai fait une étude sur la gestion Oui. économique de l'eau et ça nous a permis de voir que sur l'aménagement du territoire, il y a de véritables leviers pour éviter que les gens soient inondés en aval et pour qu'on puisse retenir en amont afin de permettre l'irrigation de nos cultures. C'est des investissements énormes qu'il faut Alors, engager. il y a des investissements énormes, ça ne peut être qu'une politique publique d'État, puisque pour nous, l'eau est un bien commun. Et quelque part, on ne l'a pas dans les programmes qui sont proposés, et on n'a aucune vue sur, je dirais, la bifurcation écologique que l'on peut porter pour éviter ces problèmes d'inondation et de casse des infrastructures. Donc oui, il y a des leviers. Oui, c'est quelque chose qu'on a travaillé localement et je suis en contact avec Charente Eau qui étudie ce genre de choses. On va voir comment sur des crues très fortes et très rapides, on ralentit le ruissellement et la Charente, qui est un beau territoire d'expérimentation et qui en avance sur la gestion de l'eau, va pouvoir être quelque chose de moteur et quelque chose qui servira aux autres régions si on arrive à mettre en place des solutions techniques novatrices et performantes. Merci. On va parler aussi de la mobilité, autre enjeu de la transition écologique. Avec vous, Thomas Meignier, ça fait maintenant 6 ans que la ligne TER entre Limoges et Angoulême est à l'arrêt. Est-ce qu'il faut continuer de maintenir la pression sur la SNCF, sur l'État, sur la région Nouvelle-Aquitaine pour faire les travaux nécessaires et la remettre en état ? Absolument. Étant député, j'avais agi en ce sens. Je continue au conseil départemental. Il faut mettre la pression et à l'État et au conseil régional pour rouvrir cette ligne. Il n'est pas trop j'ai tard pour voté- engager ces travaux ? J'ai voté
voté des budgets pour justement rouvrir des petites lignes. Angoulême-Limoges fait partie de ces lignes. Je crois qu'il n'est pas encore trop tard. D'ailleurs, on a vu il y a quelques années la rénovation de la gare de Rueil, alors même qu'il n'y avait plus de trafic sur la ligne. Donc non, je crois qu'il faut aller activement pour la réouverture de cette ligne qui permettra d'une part de désenclaver une partie du territoire sur l'est et de renforcer l'étoile ferroviaire d'Angoulême pour garder cette LGV sur Angoulême. Excusez-moi, monsieur Meignet, mais quand même, j'ai eu affaire au ministre des Transports, monsieur Clément Beaune, quand il était ministre des Transports. Je lui ai porté ce dossier de la ligne en Limoges-Angoulême jusqu'à Royan avec le fret. J'ai eu 0 réponse. Quelque part, il y a des gens qui ont manifesté. J'étais dans les manifestations avec eux. On a tout fait pour dire c'est un axe très important pour desservir les lycées professionnels, pour desservir les marchandises, pour alléger le fret sur les routes. Pas de réponse de votre gouvernement. Donc en ça, il y a les mots et il y a les actes. Et là, ils sont toujours aux abonnés absents. En l'occurrence, Monsieur Pilato, je me réjouis que vous ayez poursuivi le combat que j'avais commencé sur cet aspect-là, mais la problématique est aussi au Conseil régional. Monsieur Demont, votre position sur cette ligne de TER, est-ce qu'il faut maintenir la pression pour la rouvrir? Oui. Sur le principe, oui. Pourquoi? Parce que si on veut effectivement désenclaver, et ça je constate que c'est important, on a aujourd'hui une France qui a été coupée, je dirais, un petit peu en morceaux avec le TGV. On a Paris, on a Lille, on a Lyon, on a Marseille, Bordeaux, on est sur la ligne heureusement, et tout le reste de la France est complètement oublié. Et aujourd'hui, on va parler de ruralité tout à l'heure, on va parler de développement. Comment voulez-vous qu'une région se développe si elle n'a pas de train, si elle n'a pas d'autoroute? Vous voyez, vous prenez par exemple Montluçon, essayez d'aller à Montluçon en voiture, vous allez voir, on a plein de Mais là, régions. sur la transition écologique, l'autoroute, c'est peut-être pas le. Mais elle est quand même le projet nécessaire si on veut développer les territoires. Et les territoires, on ne peut pas les développer uniquement avec du train. Et on ne pourra réussir en transition aussi à revivre le territoire. C'est ça qui est important. On est en train de perdre toute la valeur que l'on avait pour les territoires. Et moi, c'est important. Je suis un fils de la campagne et j'y tiens beaucoup. On voit des villages complets qui meurent. On voit des industries, petites entreprises qui meurent. Pourquoi? Parce qu'elles sont tout simplement Mais sur la oubliées. transition C'est écologique. quoi votre solution? Ça m'intéresse. C'est quoi votre La solution? Vous proposez quoi exactement pour effectivement redynamiser les territoires et que les gens s'installent, qu'ils vivent, qu'ils aient des services publics? Quelle est votre solution? Alors on passe au thème d'après, du coup, on est tous d'accord. On pourrait aussi parler des propositions sur la transition énergétique, Voilà, parce que c'est- manifestement, je n'en ai pas vu du côté du Nouveau Front Populaire, Ah bah parce que si, mais manifestement, si. ils ne sont d'accord sur rien sur cette affaire. Vous vous trompez, C'est lisez bien notre l'ai programme, lu. monsieur Meignet. Il est important celui-là. Alors, je veux bien répondre sur la transition énergétique. Alors très brièvement, on finit le tour de parole. Hop, c'est comme vous voulez. Non, allez-y. Donc, S'il y a des mesures phares, allez-y. il y a des mesures phares, c'est développer toutes les énergies renouvelables. Et puis nous, on est des démocrates. Et sur le C'est-à-dire nucléaire, monsieur qu'on n'était pas d'accord sur le nucléaire dans le cadre de la NUPES. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait 600 mesures qu'on avait actées et 50 mesures mises à discrétion du Parlement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quand le nucléaire a été relancé par M. Macron, donc 8 EPR, non 6 puis 14, les communistes ont voté pour, les socialistes ont voté pour, LFI et écologistes ont voté contre, et on a laissé le Parlement s'exprimer. J'attire l'attention sur laquelle le fait que la montée des eaux pose des problèmes sur les centrales nucléaires, l'étude d'impact n'a pas été faite, et je finis, en 2040, il y aura une pénurie d'uranium. Donc, quelque part, c'est un sujet qui va revenir. Très brièvement, est-ce que vous avez des propositions phares pour la transition écologique? Il n'y a pas de solution sans le nucléaire, il n'y a pas de solution toute énergie renouvelable, il faut un mix et développer l'ensemble de ces énergies, parce qu'on va aller de plus en plus sur des véhicules électriques, on a de plus en plus de demandes d'énergie, et donc il va falloir la produire grâce au mix nucléaire et au mix J'ai d'énergie l'impression qu'il y renouvelable. a une convergence sur la question des Non, véhicules à moteur thermique oui, je et suis versus déjà électrique. un peu surpris où on me parle de revenir sur le nucléaire. Je crois qu'en 2017, M. Macron avait dit on va passer de 75% de nucléaire à 50%.
il a fait fermer Fessenheim. Et puis, ce n'est qu'en 2021, c'est-à-dire 4 ans après, où il a dit, tiens, on va relancer le nucléaire, chose qui n'a pas été faite depuis longtemps. Et c'est dans son programme de 2022 où il a annoncé la création, je crois, de 14 nouveaux EPR. Ça avait déjà été lancé auparavant. Alors moi, je pense que vous ne parlez pas d'une chose importante, c'est la sobriété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Brièvement, monsieur Pilato. si on continue de consommer comme avant, on a besoin de 2,7 planètes, rien qu'avec le niveau de vie des Français. Donc ça nous pose un problème. Si vous voulez effectivement faire une bifurcation, il faut que les centrales nucléaires diminuent dans le temps. Il y a une vraie transition, je suis d'accord, que les énergies renouvelables montent dans le temps. Il ne faut pas privatiser les barrages comme veut le faire le gouvernement. Merci. Et de la sobriété. Sinon, on n'y arrivera On va pas. passer au thème suivant, si vous le voulez bien. On va s'intéresser au chapitre social. Le Rassemblement national a réalisé sur les derniers scrutins de très bons scores en milieu rural, dans des zones où il y a peu d'insécurité et d'immigration, deux thèmes qui ont fait le terreau du RN et avant lui du FN. En revanche, on voit que dans ces territoires, il y a un sentiment profond de déclassement. Je suis sûre que vous avez entendu ce genre de réaction sur dans votre circonscription, sentiment d'abandon des pouvoirs publics avec les écoles qui ferment, les bureaux de poste qui disparaissent. Thomas Mesnier, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité collective des différents partis au pouvoir ces dernières années sur ce sujet ? La responsabilité, elle est partagée sur les différents gouvernements des 10, 30, 20, 30 dernières années. Je vais Alors, prendre comment un réparer exemple, ce qui a je vais été prendre abîmé ? un exemple tout simple que je connais bien, la santé. Vous pouvez superposer la carte électorale du Front National, du Rassemblement National, vous avez changé le nom, et celui des déserts médicaux, des problématiques d'accès aux soins. Et donc, moi, ça fait partie de ce qui a conduit à mon engagement en politique, améliorer le système de santé, prendre ma part dans cette affaire. J'ai été rapporteur de la loi qui a supprimé le numerus clausus. Aujourd'hui, on forme 50% de médecins en plus chaque année. Ils vont arriver, ces médecins plus nombreux, en 2029. Il y a eu d'autres mesures prises lorsque j'étais député pour améliorer les choses. Malheureusement, ça prend du temps. Et on voit bien qu'il faut 10 ans pour former un médecin. Si cette mesure avait été prise 10 ans plus tôt, on n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. Monsieur Demont, on sait que Marion Latus est depuis peu de temps domiciliée en Charente. Est-ce qu'une fois élue, elle est prête à s'intéresser à ces dossiers locaux et à s'impliquer pour toutes ces personnes qui sont en difficulté ? Déjà, je voudrais préciser une chose, elle n'est pas parachutée, parce que je sais que tout le monde l'a entendu. Je crois qu'il y a encore 2 mois, personne ne savait qu'il y aurait eu des législatives. Ah, non, ça je vous confirme. Et elle est quand même en Charente. On n'était pas dans la confidence. Non, moi non plus. Et elle est en Charente depuis février. Elle a effectivement déménagé parce que son mari professionnellement travaille sur Bordeaux. Donc, elle a déménagé. Est-ce qu'elle a eu le temps de prendre connaissance des enjeux locaux de sa circonscription ? Elle a effectivement déjà vécu en Charente auparavant. Elle revient. Elle va reprendre ses marques. C'est logique. Là, elle était sur Châtellerault, elle a intégré, elle a pris connaissance de Châtellerault quand elle est arrivée. Ici, elle va revenir, mais il n'y a aucune raison qu'elle ne prenne pas ses marques. Moi, elle est là pour ça, elle est candidate pour ça, et moi, je suis là aussi, je suis charentais depuis 22 ans, ça commence un petit peu à faire. J'ai un peu tourné dans le milieu charentais, entreprise, associatif et autres. Donc je suis là pour l'aider. Je pense qu'un suppléant, ça se termine pas le jour des élections. Ben pour nous, chez nous, c'est pas ça. Le suppléant, il est encore là derrière et on va faire une équipe. Moi, je pense que sur les ruralités, il n'y a pas que la santé, il y a les services publics. On Absolument. propose que chaque Français et Française soit à moins d'une demi-heure d'un service public, quel qu'il soit. On veut remettre de l'humain. On a réussi, lors de notre niche, à imposer la présence physique dans les services publics, au lieu d'avoir que des ordinateurs, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Quelqu'un en milieu rural dépense 40% de plus de carburant que quelqu'un en milieu urbain. Donc, non seulement ils n'ont plus de services publics, ils payent les mêmes impôts, et en plus, ils ont moins de reste à vivre, et ils sont obligés, les pauvres, de polluer parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens que les transports, je dirais, à thermique, et qui sont basés sur les énergies fossiles. Donc, quand je parlais d'aménagement du territoire, c'est qu'il n'y a pas qu'une mesure. Il y a un ensemble de mesures qui permet qu'un projet soit cohérent, ce que je pense être vrai pour le nôtre, ou qu'il n'y a pas de projet parce qu'il y a des idées à droite et à gauche. Je reprends France Relance, fait par Macron, 100 milliards. Et France 2030, 54 milliards. C'est-à-dire qu'à un moment, on a eu un investissement de la part de l'État de 154 milliards. Comme quoi, l'argent, on peut le trouver.
Eh ben, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'on poussait des innovations, ce qui peut être une bonne chose, Oui. mais sans aucune cohérence. Et à la fin, il peut y avoir des émergences, comme si on prend les véhicules, pourquoi le véhicule électrique plutôt que le véhicule à hydrogène? C'est quoi la vision de la France à 10, 20, 30 ans? Si on n'a pas ça, on peut dépenser 154 milliards avec peu d'efficacité. Et ça me pose un problème parce que nous, on a une belle vision. Alors, on peut ne pas la partager, je le respecte, mais on a une belle vision de ce qu'on veut faire de notre pays. Je ne le retrouve ni dans votre programme, ni dans le vôtre. Et ça me gêne un petit peu. Est-ce que là, je vous réponds? Oui, quand même sur la ruralité, il y a quelque chose, moi, qui me choque un peu parce que je suis informaticien de métier et quand je m'aperçois qu'aujourd'hui, en Charente, on a encore des zones blanches, on a des zones où on n'a pas le téléphone portable, on a des villages où on n'a pas d'Internet. Comment c'est acceptable? Comment aujourd'hui on est capable de défendre ça? Moi, ça me sidère totalement. Brièvement, Monsieur Médier. à vous. Très brièvement, d'abord, répondre que depuis 7 ans, on a ouvert des maisons France Service. Il y en a sur chaque canton. C'est pas une réponse. Donc, ça apporte une vraie réponse et des services publics en proximité On peut dans faire la des démarches ruralité. D'abord, dématérialisées. quant à la téléphonie et la numérique, on a lancé un grand plan de fibre pour fibrer tout le département de la Charente. J'avais obtenu à l'époque 33 millions supplémentaires pour accélérer la mise en place de la fibre. Elle est en train d'arriver grâce au travail avec les élus locaux. On est en 2024. On est en 2024. Mais à un moment donné, comment voulez-vous que se développe de l'emploi? Comment voulez-vous que se développe une activité dans les villages, dans les petites villes, dans les bourgs, dans les hameaux, si on n'arrive pas à avoir minimum ça? C'est un minimum. On arrive, messieurs, déjà à la fin de ce débat. Vous avez chacun 1 minute pour vous adresser aux téléspectateurs et leur dire pourquoi ils doivent voter pour vous dimanche. René Pilato, c'est d'abord à vous. Je vais dire tout simplement que les programmes économiques du Rassemblement national et de la Macronie, ce sont deux frères jumeaux. Ensemble, ils ont voté contre le partage des richesses à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'augmentation du SMIC, la taxe sur les super profits, je pourrais tout décliner, et quelque part, ils font exactement la même analyse l'un et l'autre pour que les gens aient plus de salaire net, baisser les cotisations sociales et baisser les impôts. Conclusion, on n'a plus de services publics et on attaque les services de solidarité qui sont l'assurance chômage, l'assurance maladie et l'assurance vieillesse. Donc, vous avez une politique identique. Nous, on est pour aller chercher l'argent là où il est. Vous ne parlez jamais d'aller chercher l'argent là où il est chez les très très riches. C'est ce qui vous rapproche de la politique de Macron que moi je conteste et que le nouveau Front populaire a 10 mesures très fortes qui sont en ligne et qui permettront d'aller dans le sens de ce que souhaitent les Français, une meilleure vie tous les jours. Voilà. Monsieur Meignet, c'est à vous. Simplement vous dire que dimanche, vous avez un choix important de société à faire. Vous êtes déjà exprimé, vous avez pu exprimer une certaine colère dans les urnes dimanche dernier. Moi, je veux vous dire que si vous êtes sociodémocrate ou de droite républicaine, je n'imagine pas que vous puissiez vous reconnaître dans le projet du Rassemblement national ou de la France insoumise. Et si, comme moi, vous partagez une certaine modération, une certaine idée d'apaisement du débat public qui, je crois, correspond à la Charente, ce qui fait que ce qui est au cœur de la Charente et ce qui, je crois, fait que j'ai la Charente au cœur, en partageant une défense de la liberté, de la laïcité, de l'état de droit, d'une indépendance de la justice, de la lutte contre le communautarisme, contre l'antisémitisme, le racisme. Eh bien, écoutez, je vous fais confiance, je compte sur vous pour vous porter sur ma candidature et rejeter les projets des deux extrêmes qui polarisent et brutalisent le débat public ces dernières années. Monsieur Demont, vous êtes donc le suppléant, je le rappelle, de Marion Ladus du Rassemblement national. Les engagements de votre candidate? Alors, pour finir, je dirais simplement qu'on a assisté cette semaine à de la politique politicienne. Je veux dire, 2 exemples quand même de la politique ancienne. On s'affronte, on s'est incendié, c'est tout juste si on ne s'injurie pas, mais... Non, nous sommes polis. Oui, enfin quand même. Et quand on a des voix ou des sièges à sauvegarder, on va s'associer, on se désiste pour l'un, on se désiste pour l'autre. Nous, on est droit dans nos bottes là-dessus. Et moi, ce que je veux dire simplement aujourd'hui, c'est que le moment est grave. Moi, je veux dire aux jeunes aujourd'hui que s'ils veulent garder espoir, ils veulent retrouver espoir. À ceux qui travaillent aujourd'hui, s'ils veulent vivre de leur travail et en être fiers. Puis à ceux qui commencent sont retraités aujourd'hui,
s'ils veulent pouvoir aider, accompagner leurs enfants, alors si tous ensemble on veut retrouver la France qu'on a aimée et puis qu'on en aime, mais il va falloir voter pour nous, Rassemblement national. Parce que sinon, on va rester dans les magouilles l'un pour l'autre. Merci à tous les trois d'avoir accepté de débattre ce soir. On part maintenant dans la cinquième circonscription de Charente-Maritime où le Rassemblement national est arrivé en tête du premier tour de ces législatives. Les résultats dans le détail.